Voilà, bonjour, bon après-midi et merci aux organisateurs d'avoir bien voulu m'inviter et à parler de ce sujet qui est donc la place de l'AMH en pratique clinique en 2018. Alors c'est vrai que c'est un peu un retour en arrière, mais aujourd'hui l'AMH prend une place considérable dans notre pratique et c'est vrai qu'on va voir un petit peu l'évolution que ça permet. Alors, un petit rappel physiologique, l'hormone, l'AMH, l'hormone antimullérienne, a été découverte en 1947 par Alfred Jost, qui était un grand spécialiste de la différenciation sexuelle, les plus anciens sont Sauvienne, et comme facteur responsable de la régression des canaux de Muller. Il a été aussi appelé par les anglo-saxons la MIS, Mullerian Inhibiting Substance, et il y avait eu des querelles à l'époque sur savoir quel terme on allait garder, c'était l'AMH ou le terme français ou le MIS, et finalement c'est l'AMH qui a été gardé. C'est une glycoprotéine homodimérique appartenant à la famille des TGF-bêta, dont le gène est sur le chromosome 19. Elle est produite par la femme et chez l'homme aussi, mais on laissera le sujet à nos collègues andrologues. Par les cellules de la granulosa, des follicules préentraux et des petits follicules antraux. C'est un marqueur quantitatif et éventuellement qualitatif, effectivement ce n'est pas la même chose, de la réserve ovarienne. Elle permet de dépister les patientes potentiellement faibles répondeuses et celles à risque de développer un syndrome d'hyperstimulation. Alors, donc le début de sa production est dans l'ovaire fœtal vers 36 semaines d'aménorrhée. Le taux augmente chez l'adolescente avec un pic vers l'âge de 25 ans, puis il décroît progressivement jusqu'à être indétectable quelques années avant la ménopause. Et vous voyez ici la courbe on a quoi? On a ça. Non, là c'est pour passer. Voilà. La courbe en rouge, c'est celle de l'AMH, et vous voyez, le pic est aux alentours de 25 ans, avec un petit décrochage là au moment de la puberté. Et ici, en bleu, vous avez les nombres de follicules qui sont recrutés à chaque cycle. Et vous voyez qu'au début, il y a beaucoup de... Enfin, surtout à partir de la puberté, ici, il y a une diminution progressive du nombre de follicules qui rentrent en compétition pour chaque cycle, de la même manière qu'il y a une diminution de l'AMH. Encore cette diminution de l'AMH avec l'âge. Vous voyez que ça a été fait aussi chez les fumeuses et non fumeuses. Et vous voyez qu'il y a une baisse régulière de l'AMH avec le temps. Je mets des taux qui ne sont pas complètement obligatoirement indétectables, même chez les femmes âgées. Le mécanisme d'action passe par un récepteur membranaire. Il y a deux types de récepteurs, le récepteur type 1 et le récepteur type 2, ensuite qui suit une voie intracellulaire jusqu'au noyau par le système de SMAD. Alors, pendant la grossesse, vous voyez qu'il baisse régulièrement. L'AMH, vous voyez, diminue avec les trimestres et remonte en postnatal. Donc, au niveau physiologique, j'ai pris quelques dessins où on voit peut-être un peu mieux la compréhension sur l'évolution des follicules. Vous voyez ici schématiser les follicules primordiaux qui doivent normalement rentrer dans la croissance en passant de follicules primaires, préantraux et petits antraux. Et l'AMH va bloquer ici l'entrée des follicules primordiaux dans cette entrée et ça permet de voir quel follicule. Alors quand on voit ici, donc il y a un capital de follicules primordiaux à la naissance qui est important et grâce à l'AMH, ces follicules primordiaux ne disparaissent pas tous. S'il n'y avait pas d'AMH, ce serait une catastrophe, on ne pourrait pas avoir l'évolution et les cycles et tous ces cycles de fécondation. Le nombre de follicules préentraux est petit en croissance, c'est le potentiel ovulatoire.
c'est la réserve fonctionnelle. Et schématiquement, ici la même chose, mais pour bien comprendre. Donc l'AMH, elle est essentiellement fabriquée par ces trois types de follicules. Les petits follicules préentraux, qui en fabriquent un petit peu, les follicules larges préentraux, qui en fabriquent un peu plus, et les follicules entraux, de 2 à 7 mm seulement, qui en fabriquent encore plus. Mais à partir de 7 mm, il n'y a plus de sécrétion d'AMH. Ça s'arrête. Alors pourquoi ça s'arrête ? Parce que il y a des phénomènes de rétrocontrôle. En fait, quand vous voyez ici l'AMH, donc l'estradiol est commencé à s'être sécrété dans les larges préentraux, un peu plus dans les entraux petits et dans les larges. Mais dès cette sécrétion d'estradiol, il y a un rétrocontrôle non seulement sur FSH, mais aussi, qui n'est pas figuré, sur l'AMH. Et l'estradiol va diminuer l'AMH. Ça va stopper son action. Et vous voyez tout de suite la différence sur ce que ça teste entre les follicules qui sont vus à l'écho, qui sont les petits entraux, et l'AMH qui non seulement teste les follicules entraux, mais teste aussi la zone immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui sont les petits préentraux et les larges préentraux. Donc on a une vision beaucoup plus profonde avec le dosage d'AMH qu'avec le simple mesure des follicules entraux. D'accord ? Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, l'AMH a un rôle dans l'inhibition de l'entrée de croissance, donc je reprends. Elle est fortement corrélée avec le pool des follicules primordiaux. Elle n'est pas exprimée dans les follicules atrétiques ni dans la thèque interne. Et il existe une prohormone qui, après clivage, devient l'AMH active biologiquement et qui passe par les récepteurs, en sachant que pour les récepteurs, pour l'action sur les follicules, c'est le récepteur type 2 et le récepteur au niveau des canaux de Muller, c'est le récepteur type 1. Donc ça, on va passer, c'est la même chose avec les durées d'évolution pour les follicules pour passer de primordial à secondaire, à petit antral. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de temps, plus de 120 jours. Donc il y a 200 jours entre l'entrée en croissance des primordiaux jusqu'aux petits antraux. Et ici, il y a la notion de gonadotropine indépendante, mais il y a certaines théories qui commencent à émerger pour dire que peut-être c'est pas si indépendant que ça. Et peut-être il y aurait quand même, avec la répétition des stimulations, peut-être une dépendance quelque part de ces stades précoces. Dépendance des gonadotrophines. Donc l'AMH, elle devient indétectable 3 à 5 jours après l'ovariectomie et son taux est globalement stable. Il y a quelques fluctuations au cours du cycle menstruel avec une baisse rapide en phase lutéale précoce. Donc la variabilité est relativement limitée, à la fois entre les cycles et dans un même cycle, ce qui permet la mesure quel que soit le jour du cycle, alors qu'avant c'était très très important de ne faire qu'une mesure que le 3e jour des règles. Aujourd'hui, c'est plus large comme acceptation, en sachant que certains laboratoires continuent à ne pas accepter quand même. Donc il faut bien préciser quel que soit le jour. Alors c'est sûr qu'on passe à côté, en faisant quel que soit le jour, de ces petites variations quand même, parce qu'il existe des petites variations dans le cycle. Alors, un petit mot des techniques de dosage en étant bref, et ça c'est une petite aide que m'a apportée Karine Pessa pour bien comprendre ces techniques, ou enfin bien comprendre, bien exposer on va dire, parce que la compréhension c'est pas toujours encore ça. Alors, au début, avant qu'il y ait les dosages automatisés, il y avait 2 types de dosages, c'était des techniques ELISA, et il y avait technique DSL et technique Immunotech, et c'est Beckman-Coulter qui avait essentiellement les patentes pour ces dosages. Et il y avait 2 anticorps différents et des normes différentes. Donc la comparaison des taux d'AMH entre 2 laboratoires était très compliquée, et en plus il y avait des fluctuations parce que la fiabilité et la reliabilité étaient
on va dire, insuffisante, parce qu'elle faisait intervenir un facteur humain, il y avait des dilutions à faire, et donc ce n'était pas automatisé. Donc il pouvait y avoir des variations. La technique, elle était une technique ELISA sandwich, avec l'antigène recherché qui était entouré par 2 anticorps de détection, un anticorps de détection et un anticorps de capture. Et puis il y a eu des nouveaux tests, la génération 2 de Beckman, qui a été plus précise, mais encore une fois, il y avait un facteur humain. Et ensuite, on est passé à l'automatisation complète, et c'est ça la révolution, entre guillemets, c'est ce qui permet la comparabilité des dosages entre les différents laboratoires, et au niveau international, on peut parler des mêmes choses. Alors, c'est ce qu'on appelle une électrochimiluminescence. Bon, il y a la technique ECLIA, bon, il y a plusieurs appellations. Les durées sont courtes et fiables, avec des domaines de mesure relativement larges, de 0,01, donc très très sensible, jusqu'à 23 nanogrammes par millilitre. Et l'important, c'est que les résultats sont donnés, les normes sont données en fonction de l'âge, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et vous voyez par exemple que si une jeune fille de 22 ans, enfin jeune femme de 22 ans, avait un taux à 4 de AMH, c'est tout à fait la moyenne pour son âge. Et on ne peut pas dire qu'elle est OPK. Alors que vous allez avoir, si une femme de 30 ans a un taux de 4 ou 5, elle sera plus vers les percentiles plus avancés, et on pourra alors plus rapprocher cette patiente d'une patiente OPK. En sachant que les critères d'OPK, avec celles qui ont les critères, ont des dosages avec un taux moyen de 6,8, avec des extrêmes de 3 à 12, encore que c'est des 90e percentiles, parce qu'on a des OPK qui ont beaucoup plus que 12 en nanogrammes par millilitre. Alors, il y a des traitements, il faut faire attention quand on fait un dosage d'AMH des traitements, car les traitements vont diminuer et entraîner des fausses insuffisances ovariennes, parce que le blocage par pilule œstroprogestative baisse le taux d'AMH. De la même manière, les agonistes baissent le taux d'AMH. Au début, après, il y a une remontée des taux, mais des durées prolongées vont diminuer les taux d'AMH. Donc attention aux dosages sous pilule, ils n'ont pas de valeur. C'est vrai aussi sous acétate de cyprotérone, des durées prolongées. Pas de valeur de ces tests. Alors ça, c'est un peu une comparaison, une étude d'Anderson, qui est un des auteurs qui a le plus étudié ce sujet, avec Brouwer, la comparaison entre le compte folliculaire et l'AMH. Et ça, c'est une étude qui a comparé les relations AMH et âge et nombre de follicules, en sachant que ici, vous voyez les courbes par centre, avec chaque centre à sa couleur, et la répartition. Et vous voyez que ces courbes, elles sont assez larges. Elles sont pas exactement parallèles. Quand on voit le compte des follicules en trop, il y a une grande variabilité d'un centre à l'autre. Et on voit bien que ça descend avec l'âge, évidemment, le nombre de follicules, mais il y a une variabilité intercentre de ces dosages échographiques, parce que la fiabilité de l'échographie, il y a un facteur humain très important qui explique cette variation importante. Alors qu'avec les dosages d'AMH, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'écart entre les centres et il y a une reproductibilité bien meilleure. Et de la même manière, vous voyez que l'AMH seul, même sans addition de l'âge, a une surface sous la courbe qui est tout à fait bonne, à 82, pour un test de dépistage au niveau de la réserve ovarienne, qui est des très bons tests. Et dans les comptes folliculaires bas, une mère sous la courbe de 91, qui est des très très bons résultats. Alors, l'échographie, effectivement, malgré le progrès des matériels, il y a un facteur humain de variation majeure, une variabilité inter-observateur et intra-observateur, parfois des problèmes techniques d'accessibilité des ovaires ou des lésions associées. Dominique de Ziegler parlait des gros endométriomes, ça peut gêner parfois l'évaluation, ça peut être des gros fibromes, des images tubaires complexes, des kystes péritonéaux, on peut avoir toutes sortes de choses, ou des pusillanimités féminines, des problèmes d'échogénicité vaginale. Il y a une diversité des matériels, des opérateurs,
Donc, évidemment, l'échographie, c'est extraordinaire, mais il y a des limites. Donc ces tests sont complémentaires, car de toute façon, on fera une échographie, mais l'AMH n'a pas tous ses inconvénients. Alors, où est-ce qu'on va utiliser l'AMH et comment ? Aujourd'hui, c'est de la routine. C'est difficile en tant que praticien de la fertilité d'envisager de voir un couple sans AMH. Il y a des gynécologues qui tiennent à ne pas faire d'AMH, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça devient impensable vu que tous les éléments avantageux qu'on vient de voir. Alors, l'AMH à elle seule peut détecter des cas d'insuffisance ovarienne ou de syndrome des ovaires polykystiques, parfois orientés vers une tumeur de la granulosa dans des taux très élevés, et elle a un intérêt en assistance médicale à la procréation pour la prédiction de la réponse à la stimulation ovarienne, pour fixer la dose de départ de gonadotrophine, mais vous verrez que ça commence à devenir discuté, et pour prédire le résultat de la FIV. Alors, est-ce que d'avoir une meilleure réserve, c'est mieux qu'avoir une faible réserve ? Et pour adapter la stratégie de transfert, et Dominique Ziegler vous a parlé du frisol qui se développe, et c'est vrai que le taux d'AMH peut être intéressant pour prévoir à l'avance et en discuter avec le couple la stratégie au niveau de la fécondation in vitro, si on va faire plutôt un frisol, plutôt un transfert frais, car il y a encore des transferts frais. Le nombre d'embryons à replacer également. Et pour guider le choix ou le timing entre AMP et chirurgie, même si on opère beaucoup moins effectivement les endométriomes, ça peut exister que certaines considérations peuvent influer sur le choix d'une chirurgie tout de même. Et le timing et le choix sont évidemment en fonction de l'AMH. Elle permet l'évaluation de l'impact d'une thérapeutique potentiellement délétère sur la fonction ovarienne. En chirurgie ovarienne, les gros endométriomes, un impact d'une chirurgie, des gros dermoïdes où il ne va plus rester beaucoup de cortex dans certains cas, une chimiothérapie, une radiothérapie, et dans ces cas, ça participe à la discussion sur l'indication d'une préservation ovarienne. Et donc parfois, on va faire d'abord une préservation ovarienne, ensuite les actes soit chirurgicaux, soit fécondation in vitro. Mais parfois, la FIV n'est pas immédiatement demandée. Parfois, ce ne sont pas des femmes qui sont en couple et qui désirent des enfants. Donc l'AMH va être importante dans ces cas-là aussi pour prendre les décisions et les stratégies de décision. Donc, et pour la femme elle-même, le dosage d'AMH peut être une base qui participe au choix féminin de timing de maternité ou d'essai de conception ou de préservation dite sociétale. Par contre, pour les essais pour l'âge de la ménopause, c'est très décevant. Voilà, on va avancer. Je ne parlerai pas ni de la pédiatrie ni chez l'homme, mais c'est intéressant tout de même. La probabilité de grossesse spontanée, et là c'est intéressant, c'est une équipe, Dominique de Ziegler en a parlé tout à l'heure, de cette étude qui est très intéressante, qu'il a faite avec Isabelle Strelly. Et cette étude observationnelle de 87 femmes a permis de voir que le temps d'obtention de grossesse, il est lié à l'âge, mais pas à la réserve ovarienne. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'une femme avec une AMH basse n'aura pas de grossesse spontanée. Alors, pour le diagnostic, l'insuffisance ovarienne, il y a des critères qui sont apparus pour normaliser, parce que dans les études de baisse de réserve ovarienne, il y avait plein de définitions différentes, et donc on revient à des définitions plus ciblées, et pour ces définitions, on a besoin de critères qui font intervenir l'AMH. Il y a eu les critères de Bologne, où je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez qu'on a une intervention de l'AMH, puisque un des critères, c'est un test de réserve anormal, avec un CFA inférieur à 5 ou une AMH inférieure à 0,5, 1,1. Mais ces critères de Bologne, il y avait des problèmes d'hétérogénéité des patientes dans ces groupes. Elles étaient faites avec les anciens kits et donc il fallait les réactualiser. Il y avait des choses vagues comme tout autre facteur de risque. Donc il n'y avait pas de facteur de qualité ni de l'impact de l'âge sur la qualité des ovules. Donc il y a eu d'autres critères qui maintenant se développent, et en particulier le Poséidon, qui ont été développés par Peter Humaydan et tout un ensemble d'autres collègues sur le concept de mauvais pronostic.
et avec 4 groupes qui séparent en fonction de l'âge, d'une part, inférieur à 35 ans, supérieur à 35 ans, et d'autre part, de la réserve ovarienne, en prenant également à la fois les follicules et l'AMH, soit supérieur à 5 follicules et AMH supérieur à 1,2, soit inférieur à 5 follicules et AMH inférieur à 1,2. Mais vous voyez qu'il manque des groupes, puisqu'il y a des patientes qui seront intermédiaires entre ces groupes, et d'autre part, avec les nouveaux critères d'AMH, les nouveaux dosages, 1,2 comme seuil n'est pas un seuil parfait parce que 1,2, on a parfois des patientes à 10-12 ovocytes qui ont 1,2 d'AMH et elles ne sont pas si mauvaises répondeuses que ça. Donc, je vais passer un petit peu plus vite là pour les hypogonadismes hypogonadotropes, mais en sachant qu'elles peuvent avoir des valeurs normales d'AMH. Le PCO, on a vu qu'il y a plusieurs équipes, dont Didier Devailly, et cette équipe-là ont utilisé l'AMH comme seul critère de diagnostic. Ce n'est plus les critères de Rotterdam classiques avec les follicules. Il y a une évolution et pour certains auteurs, l'AMH elle seule, avec un cutoff qui est aux alentours de 4,7 ou 4,5 pour les anciennes techniques de dosage, maintenant peut-être un petit peu moins. Pour le diagnostic de PCO, l'AMH est donc fondamental. Alors, le choix de la dose de départ, voilà le nomogramme de Lamarca, qui a fait ses études en introduisant l'AMH comme critère de décision pour le choix de la dose de départ entre l'âge, la FSH de base qui était des critères classiques, il a fait intervenir l'AMH et avec une grille qui mixe les différents facteurs, il conseille une dose de départ. Alors, est-ce que c'est efficace d'appliquer cette méthode ? Et on voit que dans cette méthode incluant l'âge, la FSH et l'AMH, si on le voit par tableau plus simplement, on a en réponse optimale, si on choisit sa dose de départ sur le nomogramme, on va avoir 63% de réponse optimale. Si on la choisit juste sur l'âge et la FSH, on va avoir 42%, un delta de 21%, donc un avantage à utiliser ce nomogramme. Et l'AMH donc intervient dans le choix et le résultat. Alors, est-ce que c'est utile d'adapter en fonction de l'AMH ? Ça commence à être remis en cause parce que certaines études de l'evidence-based sur des gros volumes, en donnant une dose fixe, quelle que soit la réserve ovarienne, semble-t-il, on peut avoir exactement les mêmes résultats que si on cherche à adapter sa dose. Enfin, on est quand même dans l'ère de la médecine individualisée et je ne pense pas que revenir en arrière de telle manière soit un progrès. Même si 2 études récentes, celle-là c'est la deuxième, ne voient pas de différence sur les taux cumulatifs de grossesse entre dose de FSH individualisée par l'AMH ou le compte folliculaire contre une dose standard de 150 unités. Et ils disent même que le coût est plus élevé quand on cherche à individualiser au total pour des résultats qui ne sont pas très différents. Évidemment, c'est vrai au global, mais il y aura toujours les patientes qui seront laissées sur le carreau parce qu'on ne va pas individualiser. Donc, gardons, à mon avis, une médecine individualisée. Donc, on va passer un petit peu. La prévision de réponse excessive, c'est important de savoir quand même s'il y a un risque d'hyperstimulation ou pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a presque plus d'hyperstimulation, mais il y en a quand même un peu, parce que certaines patientes ne répondent pas bien au protocole court antagoniste qui permet, grâce au déclenchement par triptoréline, de supprimer les hyperstimulations. On a encore quelques patientes qui nécessitent un protocole plus long. Alors, on va passer un petit peu pour être dans les temps, juste pour vous montrer un tableau qui date un peu, mais que nous avons fait à l'hôpital américain, pour illustrer l'importance de la qualité ovocytaire plus que la quantité. Ce sont les résultats des taux de grossesse en FIV en fonction de l'AMH. Et vous voyez, chez les femmes jeunes de 30-34 ans, même pour des AMH inférieurs à 0,5, on avait des taux de grossesse de 32%, par cycle. Et donc, ça illustre tout à fait que l'âge est un facteur beaucoup plus important de qualité que la réserve ovarienne. Et un dernier petit mot sur les femmes de plus de 40 ans. Et vous voyez ici sur cette ancienne série, on avait chez les femmes de 40-42 ans 16% de taux de grossesse avec 35% de fausses couches.
Et ici, chez les femmes de 43 ou 44, parce qu'à 45 on ne prend plus, qui ont encore une réserve ovarienne, on a encore des résultats de 9,8%, qui ne sont pas complètement négligeables, en sachant que ces taux vont sûrement changer, il y aura une évolution grâce au futur PGS, si on arrive à le faire, puisque Dominique de Ziegler vous a bien montré que même chez les femmes en âge avancé, quand il n'y a pas d'aneuploïdie, les taux de grossesse restent excellents. Ça, encore une diapositive, encore la dernière, pour montrer les taux de grossesse en fonction de l'AMH chez les femmes de plus de 40 ans, et évidemment, mais même chez les femmes qui ont une AMH basse à 40 ans, on arrive quand même 40, 41, on arrive à avoir des taux encore, on va dire, acceptables par les patientes. Après, ça devient vraiment plus difficile, 42, 43, là, ça devient très compliqué. Les prévisions de la ménopause sont très mauvaises. Je passe vite sur l'intérêt de l'AMH pour la chimiothérapie. C'est important pour prédire la récupération de la fonction ovarienne après la fin de la chimiothérapie. Donc c'est un intérêt. Les tumeurs de la granulosa, on a vu. En conclusion, le dosage de l'AMH est devenu indispensable pour un praticien de la fertilité. Sa fiabilité en fait un complément majeur de l'échographie dans l'estimation de la réserve ovarienne. Elle aide le gynécologue dans la plupart des choix stratégiques en rapport avec la fertilité. Et les autres indications sont en cours d'amélioration, mais encore perfectibles. Et un petit mot de l'AMH recombinante, qui sera probablement un progrès majeur dans le domaine de la fertilité et possiblement dans d'autres. Cette AMH recombinante qui aurait l'avantage de garder les follicules dans le secteur primordial ou sans les faire rentrer en croissance, et ils seraient beaucoup moins sensibles, par exemple, à une chimiothérapie qui permettrait donc une protection de l'ovaire en cas de traitement délétère pour les follicules. Voilà, je vous remercie. Merci Charles. S'il y a des questions dans la salle, Monsieur Friedman. Oui, c'est une question en fait pour toi Charles et quand même aussi pour Dominique, puisque vous parlez tous les deux de la stimulation, de la base de l'AMH. Je suis quand même dubitatif, au sens où l'incantation à la personnalisation du traitement, ok, mais c'est philosophique, envie de. Mais est-ce que c'est pratique? Point d'interrogation, quand même. De ce qui est montré et dans la littérature, on a quand même on sait que chez les mauvaises répondeuses, un doublement de la dose n'entraîne rien. On sait, après l'étude que tu viens de nous montrer, que finalement, une dose fixe ou pas, on a les mêmes résultats. Alors, les mêmes résultats, c'est peut-être là que ça peut jouer, à mon avis, il faudrait être plus fin. D'abord, la dose dans les études qui ont été faites, particulièrement pour les laboratoires qui proposent de se baser sur l'AMH pour mesurer la quantité donnée, elle n'est pas énorme, c'est pas une grosse variation. Hein, c'est un peu comme le travail de Barthes qui montrait avec quoi, avec 75 unités de différence. Bon, donc je suis pas sûr que ça emporte la conviction. Le problème de la stimulation, c'est est-ce qu'on parle du résultat immédiat ou est-ce qu'on parle du résultat cumulé? Alors, il est évident que si on parle du résultat cumulé, je dirais c'est un autre modèle. On ne peut pas comparer une stimulation avec son résultat à frais et une stimulation qui va donner, comme le dit Dominique, beaucoup d'ovocytes et beaucoup d'embryons et qui va s'étaler après dans le temps. Donc, moi, ce que je retiens depuis 20 ans, effectivement, ou depuis le début, on utilise l'AMH pour caractériser la femme et peut-être un peu adapter quand même le début du traitement. Néanmoins, basé là-dessus, effectivement, pour améliorer les choses, j'en doute beaucoup, et ce que tu as dit va plutôt dans ce sens-là, si ce n'est que l'on souhaiterait une personnalisation. Et enfin, troisièmement, dans l'analyse des résultats, il me semble qu'on doit distinguer le cumulé et pas du cumulé, ouais. Et donc du management. Parce qu'on va en discuter tout à l'heure sur tout à fait autre chose, mais tu l'as soulevé sur le PGS. On ne change pas forcément la donne. On la module. On la module dans le temps, dans le vécu. Donc, je veux dire, la réponse qu'on doit apporter au mode de stimulation, c'est, à mon sens, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, c'est faire apparaître ces modulations de la stimulation et non pas des résultats immédiats. Parce que dans les résultats immédiats, ça n'emporte pas la conviction. Oui, tu as tout à fait raison. Les études qui montrent des doses fixes comparées à la dose adaptative
sont troublantes, on va dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression quand même en clinique que c'est vrai. Et bon, il y a quand même d'autres études, je n'en ai pas parlé, mais il y a des études qui... Parce que les études qui montrent qu'il n'y a pas de différence en adaptant, elles ne vont pas dans des doses très fortes. Comme tu l'as dit, elles ne montent pas très haut. Mais il y a une étude asiatique où ils ont une dose adaptative qui monte jusqu'à 600 unités par jour. Et là, ils ont une différence importante. Peut-être qu'on n'est pas obligatoirement dans les bonnes comparaisons aujourd'hui. Et d'autre part, si on veut plus d'ovocytes, plus d'embryons, pour avoir peut-être l'embryon qui ne sera pas aneuploïde, surtout chez les faibles répondeuses ou la femme plus âgée, et comme le but c'est d'avoir ça en le moins de temps possible, en particulier si la femme est âgée, on a quand même intérêt à stimuler plus pour raccourcir le temps et pour augmenter la probabilité d'avoir un embryon euploïde si on peut faire le diagnostic par PGS, et parce que la rentabilité de la tentative va être meilleure. Donc moi je crois quand même qu'il faut garder quand même une certaine adaptabilité. Tu m'as offert la possibilité de faire un commentaire. Donc en réalité, je pense que tu as quelque chose d'assez visionnaire dans ta question. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est mieux d'avoir plus d'ovocytes et plus d'embryons. Mais ce n'est pas du tout certain que la quantité de traitement administré change grand-chose. Et moi, je prévois ou je pressens que dans les années à venir, on ira plutôt vers une dose standard de stimulation, maintenant qu'on a un contrôle du risque d'hyperstime, peut-être en excluant simplement les PCOS. Mais je pense que l'illusion de pouvoir ajuster la dose est probablement juste ça, une illusion.